Déjà, le premier message du GIEC, c'est qu'il y a une grosse différence en termes d'impact entre une planète qui se réchauffe à 1,5 degré et une planète qui se réchauffe à 2 degrés. Donc, en gros, chaque dixième de degré compte et toutes les actions sont importantes. Les actions doivent nous mener à quoi? Le GIEC estime que le budget carbone qu'il nous reste à émettre jusqu'à la fin des temps, en gros, est entre 400 et 600 milliards de tonnes, en gros, de CO2 qu'on peut émettre au niveau de l'humanité pour arriver à respecter cet objectif à 1,5 degré. 400 à 600 milliards de tonnes, sachant qu'aujourd'hui, on émet 37 milliards de tonnes par an. Donc on sent qu'il va falloir vraiment que les émissions plafonnent très rapidement, puis se mettent à diminuer extrêmement rapidement pour devenir à peu près nulles vers 2050. Ça, c'est le message du GIEC. Alors bon, on peut se dire comment faire? En France notamment, il y a une réflexion sur la stratégie nationale bas carbone, donc ce sera sans doute détaillé ensuite, donc qui permet d'arriver à ce type d'objectif, la neutralité pour 2050, c'est-à-dire compenser les émissions résiduelles par des puits de carbone, c'est-à-dire un retrait de dioxyde de carbone de l'atmosphère. Le GIEC nous confirme quelque chose qu'on savait déjà, nous confirme que la cryosphère est en train de fondre et une partie de ces composantes gelées du système climatique apporte de l'eau à l'océan et donc l'océan est en train de s'élever actuellement à raison d'un peu plus de 3 mm par an. Et aujourd'hui, en fait, le processus majoritaire, c'est pour pratiquement 60% de ça, c'est la fonte des calottes, c'est un apport d'eau des calottes et des glaciers dans l'océan. Alors pourquoi je dis que ça peut être important? Même pour l'agriculture, ça l'est. C'est-à-dire pour des zones de delta, des régions comme le Nil par exemple, ou le Vietnam. Par exemple, le Vietnam est en train de planifier l'évacuation d'une partie de son territoire, à peu près 10% à horizon 2100. Des zones qui sont très cultivées, qui sont très fertiles, devront être abandonnées et il faudra trouver des transitions vers d'autres modes d'utilisation de ces régions-là et il faudra gérer le déplacement des populations. En gros, avant, il y avait une filière climat avec une COP climat, il y avait une filière biodiversité, enfin il y a une filière biodiversité avec une COP biodiversité, il y a une COP océan, puis il y a des tas d'autres gens qui se posent des questions. Depuis 2-3 ans, on commence à voir une approche systémique un peu plus large. Alors avec des raisons simples, si on prend simplement l'agriculture en Europe, il y a une étude de l'IDRI qui a été faite, vous tapez IDRI, Agriculture Europe, vous la trouverez, c'est Europe 2050 je crois, en prenant comment on va nourrir l'Europe en 2050, en prenant en compte le changement climatique, en disant toutes les cultures du sud de l'Espagne, elles vont quand même un peu griller, celles du nord de l'Europe, elles vont se faire autrement, donc ils moulinent un peu tout ça, ils font quelques perspectives, à la fin il ne reste plus beaucoup d'espace pour planter du soja pour faire du biocarburant. Il n'est pas facile du tout, parce que dès qu'on tire un levier, on en bloque un deuxième, en gros. Mais en réalité, les problèmes environnementaux, ils ne sont pas segmentés comme ça entre le climat, la biodiversité. Vous savez que l'année prochaine, le grand sujet environnemental, ça va être le sujet de la biodiversité, parce qu'il y a des négociations entre pays qui doivent aboutir en Chine à la fin de l'année prochaine, parce que la Chine doit accueillir l'équivalent de la COP 21 pour la biodiversité en Chine, ça sera la COP numéro 15. Le défi de la biodiversité est finalement plus englobant que le défi climatique, même si le défi climatique maintenant est plus haut dans l'agenda politique. C'est non seulement de parler de climat, mais de parler de biodiversité, parler des océans, et avec un thème transversal qui est la finance durable, puisque avec l'idée qu'il faut réorienter très massivement des choix d'investissement vers des solutions qui sont bonnes pour la planète. Aujourd'hui, on se rend bien compte que, étant donné on va dire la falaise d'investissement qui est devant nous, pour à la fois transformer notre économie vers la neutralité carbone, pour transformer toute notre agriculture et la rendre compatible avec nos objectifs de biodiversité. En fait, donc c'est des milliers de milliards d'investissements qu'il faut faire. Et évidemment, ce n'est pas le contribuable qui peut payer ça. Comment faire en sorte de rendre profitables les solutions de la durabilité? Et c'est là où on a besoin d'embarquer les entreprises, tous ceux qui vont produire les technologies, les innovateurs, les intéresser à ce type de solutions. La désertification est vraiment un problème. Elle progresse de 20% par an depuis plusieurs décennies. Et là, il y a vraiment quelque chose à créer. Enfin, j'allais dire, il faut aller dans un cercle vertueux. En fait, il faut essayer de reforester par endroits et on voit que ça peut servir plusieurs objectifs. Reforester, bien sûr, pour stopper les déserts.
Ça permet de fixer un petit peu d'eau, fixer du carbone bien évidemment et arriver à contrebalancer les émissions résiduelles qu'on continuera toujours, je pense, à émettre. Et potentiellement aussi, ça peut permettre d'augmenter les capacités d'alimentation de l'humanité. Donc c'est plutôt vers ça qu'il faut aller. Typiquement, là, on a demandé à Emmanuel Faber de créer autour de lui cette coalition de l'agro-business sur l'agriculture régénérative. Ça va être le nœud entre l'agenda climatique et l'agenda de la biodiversité. Le président là, a eu un axe très fort sur l'Amazonie. Et donc là, il faut qu'on retrouve une gouvernance de ce bien public global qui est majoritairement possédé par, entre guillemets, le Brésil, qui doit être dans le jeu. La France est présente via la Guyane, il y a tous les autres pays. Et donc il faut retrouver un usage, enfin une coopération dans l'usage de ce bien public avec un sujet agricole très fort. Tout un travail qui est fait dans des coalitions internationales sur les solutions fondées sur nature pour le climat. C'est-à-dire que dans effectivement l'atteinte de la neutralité carbone, il y a tous ceux qui pourront arrêter d'émettre du carbone, puis il y a ceux qui ne pourront pas. Le transport aérien en est un, quoi. Il faut des entreprises qui soient quelque part le carbone positif pour que d'autres soient carbone négatif. Et là, il y a pas mal de travaux qui sont faits sur les nature-based solutions, donc solutions fondées sur la nature, qui quelque part, pour être utilisables, vont passer par une étape agriculture. C'est-à-dire que ce ne sera pas simplement en cueillant des herbes sauvages dans un bois qu'on arrivera à résoudre ça, c'est en identifiant peut-être des solutions, puis quelque part en les mettant à plus grande échelle. Donc on est un peu dans ce genre de travaux-là qui sont pas encore des travaux expérimentaux, c'est plutôt des réflexions de scientifiques. Ce sera différencié par région. C'est-à-dire ce que vous faites sur la bioéconomie, je pense dans le Grand Est, ne sera pas fait dans le Sud-Ouest, pour des raisons purement climatiques. On arrive au début des difficultés, je sais que notre président EDF avait envoyé valser la première étude parce qu'il n'y avait pas de croissance dedans. Donc on arrive à mettre de la croissance avec justement les nouvelles économies, la nouvelle énergie, la nouvelle bio, etc. etc. Après, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas une solution unique. Elle va être plus régionalisée finalement que d'autres sujets. Et puis c'est en gros l'action combinée de 3 grands leviers, les politiques publiques bien entendu, les entreprises et le changement de comportement des citoyens.